La libération, peut-être que je ne l'aurais pas vécue comme ça si j'avais pas eu ces souffrances auparavant, je ne sais pas. Si j'avais pas connu les camps, je ne connaîtrais pas vraiment toutes les joies et les bonheurs que la vie peut procurer. Judith Elkan Hervé est une rescapée de la Shoah. Elle a 18 ans lorsqu'elle est arrêtée dans sa ville natale, Oradea, aujourd'hui en Roumanie, quelques jours après avoir obtenu son baccalauréat. J'ai fait mon baccalauréat le 1er mai 1944 dans un lycée protestant. J'étais la seule juive parce que mon père avait bénéficié des décorations qu'il a eues pendant la Première Guerre mondiale. Donc il a pu avoir quelques exceptions des lois discriminatoires. Il voulait que j'aille dans un lycée non juif et quand on lui a demandé pourquoi, tu veux qu'elle aille, peut-être qu'elle subira de l'antisémitisme ou qu'elle... Alors il a répondu, il faut qu'elle sache vivre avec tout le monde, qu'elle sache se faire respecter par tout le monde. Début mai, Judith Elkan Hervé est transférée dans le ghetto de sa ville avec ses parents et sa tante. On est resté dans le ghetto 2 semaines et demie. Et après, la déportation, fin mai. Il faut le dire, il y avait du tragicomique à Auschwitz, indubitablement. Rien qu'à nous regarder, quand on nous a tondus en arrivant, on nous a tout de suite tondus. Ma mère, tout d'un coup, elle se tourne de tous les côtés. Mais où est Judith? Où est Judith? J'étais à côté d'elle, mais tondue, sans cheveux. Donc ça, c'est quand même, c'est du charlot. D'Auschwitz, Judith Elkan Hervé est déplacée à Zittau avec sa mère pour un commando de travail dans une usine d'aviation. J'ai rêvé à Zittau, une nuit, j'avais un foie de canard, bon, et j'ai rêvé que je dansais Scheherazade. J'ai entendu à la radio la musique, parce qu'on n'avait pas de télé à l'époque. Bon, on avait la radio, je connaissais la musique de Rimsky-Korsakov. Mais, bon, Mille et une nuits, bon, ça connaît, tous les enfants connaissent. Bon, et qu'est-ce que c'est Mille et une nuits et qu'est-ce que c'est Scheherazade? Tant que tu racontes, tu vivras. Tant que tu danses dans le ballet, tu vivras. J'ai dansé Scheherazade à Zittau et à tel point j'ai dansé que j'ai enlevé ce que j'avais sur moi, j'avais chaud et je suis tombée avec mon matelas sur ma mère. Heureusement, je ne l'ai pas écrasé. On avait la lumière là-bas, on pouvait allumer. Là, on était dans une chambrée à nous seuls, il n'y avait pas d'Allemands. Donc on a allumé ma mère a poussé un grand cri, évidemment. Mais on a allumé la lumière, je me trouvais sur ma mère. Et ce rêve, pour moi, ça m'a donné du courage. Je ne sais pas. Je ne m'explique pas, mais moi je trouve que c'est rêver de vouloir vivre. Ça m'a aidé, sûrement. On a démonté l'usine au mois de mars, quand déjà la guerre, quand même, ça tournait mal pour les Allemands. Ils ont déménagé l'usine d'aviation, je ne sais où, et nous, on est restés à Zittau, mais sans travail. De mars à mai, on n'a pas travaillé parce que l'usine est partie. Il n'y avait pas que des SS qui nous gardaient là, il y avait du Wehrmacht, des soldats. Et un soldat est venu nommément, m'a demandé que mon chef de bureau, ce monsieur avec qui j'ai travaillé au bureau, m'appelle. Alors moi j'ai eu très peur, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être une bêtise. Bon, enfin, il m'a accompagné, le soldat, à l'usine qui était tout à côté, et ce monsieur m'attendait. Il m'a dit, marchons un peu. Je t'ai fait venir parce que je voulais te dire que les Russes sont à Berlin. Et je voudrais que tu le dises à tes camarades, et que maintenant ça va être bientôt la fin de la guerre. Mais là, nous on croyait que voilà, c'était aussi assez cocasse, parce que bon, on s'imaginait que les Allemands partis le lendemain, quelqu'un va arriver, les Américains, les Russes, personne n'est venu, absolument personne, pendant à peu près 5-6 jours. Et nous, on est restés sans nourriture, parce que les Allemands nous ont pas laissé des sandwichs. Bon, elles ont réussi avec d'autres personnes plus âgées que nous, les jeunes, à ouvrir les réserves où il y avait les aliments. Mais on n'a rien trouvé, sauf de la moutarde. Il y avait dans des tonneaux de la moutarde. Tout le reste, probablement, les Allemands l'ont emporté avec eux. Et alors, comme on n'avait ni pain ni rien, on mettait la moutarde dans la main, parce que le goût de la moutarde nous paraissait quelque chose de divin. Pendant une année, on n'a mangé que des choses qui n'avaient ni goût ni rien. Donc la moutarde, c'était la première chose qu'on a dégustée, de la moutarde.
après, quand on est parti finalement, personne n'est venu nous libérer, enfin les Alliés ou Soviétiques, rien. Alors on a décidé de repartir en groupe. On est parti vers l'Est, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas rien. Et on est parti, on est arrivé en marchant comme ça. On était alors là 25 ou 30 personnes qui nous sommes regroupées. Et donc on est arrivé dans un champ, il a fait magnifique, un temps superbe. Il y avait des vaches dans les prairies, et il y avait des filles qui savaient traire des vaches. Moi, j'ai jamais traité une vache, mais on n'avait pas de récipient. On ne savait pas dans quoi traire les vaches. Alors, comme on avait quand même un petit peu, comment dirais-je, visité les armoires des Allemands quand on était à Zittau, parce qu'on a changé nos robes rayées, on s'est rhabillé dans des robes qu'on a trouvées. Moi, j'avais un béret. On a trait la vache dans le béret. J'ai bu du lait de vache tiède pour la première fois de ma vie, parce que j'ai jamais bu du lait frais comme ça, dans un champ au mois de mai. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie, parce que là, je ne savais pas encore toutes les pertes qu'on a découvertes après, la mort de tous les nôtres, mais c'était la promesse d'une vie extraordinaire, le soleil, se coucher dans l'herbe, boire du lait tiède. Alors finalement, on a trouvé un train au bout de je ne sais pas combien, 2-3 jours. On a dormi dans une gare par terre, il n'y avait pas de train, mais finalement on nous a dit qu'il y avait un train qui allait arriver. Alors effectivement, mais ce train était bondé. Il y avait des réfugiés je ne sais pas, du monde entier qui étaient, il fallait tirer les gens par la fenêtre qui étaient à l'intérieur pour les faire entrer sur les marches du train. Mais nous, les jeunes, on est montés sur le toit du train. Et ça, c'était déjà en Tchécoslovaquie. Et les paysans tchèques travaillaient sur les champs pendant que le train passait. Et ces paysans nous faisaient signe et criaient Nazdar. Nazdar, je ne sais toujours pas, mais ça veut dire bienvenue ou bonjour. Et ça aussi, c'est le plus beau voyage de ma vie. Sur le train, alors que ces paysans qui ne nous connaissaient pas, qui ne savaient peut-être même pas qu'on était juifs, mais ils devaient savoir que c'est des prisonniers. Ça c'est sûr quand même, et qui étaient contents de nous voir, qui nous saluaient avec des cris. Et donc quand on est revenu avec ma mère, on a retrouvé l'appartement. Ça c'était donc en juin. Jusqu'en automne, on attendait mon père, on n'avait pas de nouvelles. À peu près fin août, il y a un ami qui est revenu. Mon père travaillait dans des carrières. Ça c'était le pire travail, surtout pour quelqu'un qui avait déjà 56 ans. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, 56 ans. Donc mon père est mort à Gouzen, et cet ami qui est revenu l'a vu mourir. Il a été battu à mort. Et donc ces gens-là, d'une brutalité toute. Mon père était battu et il a eu probablement un saignement intérieur, il est mort dans la nuit. On est rentré, on n'avait rien, pas d'argent. Bon, on avait l'appartement, mais pas d'argent. Et ma mère, elle a toujours cherché à faire uniquement pour me rendre heureuse. Auschwitz, je ne veux pas y aller parce que c'est un musée. Ça ne m'intéresse pas. Mais Gouzen, je suis allé il y a 2 ans, seulement il y a 2 ans, parce que il me semblait, bon, voilà, ma mère, je l'ai enterrée à Paris, mais mon père, je voulais y aller. À mon avis, d'après mes expériences, il n'y a pas que la cruauté et la criminalité et la vengeance et la haine, mais il y a aussi une chose qui est très grave aussi, c'est l'indifférence. Alors vous regardez les pires tragédies sans bouger le petit doigt. Et aujourd'hui, ça continue d'ailleurs.